Ils disaient que c'était juste un homme tranquille qui retournait des crêpes dans un restaurant routier. Mais quand un moteur milliardaire lui a déchiré sa chemise, la salle est devenue silencieuse. Pas à cause de ses cicatrices, mais à cause du tatouage des Marines et des fantômes qu'il évoquait. Que faisait un héros de guerre décoré caché derrière un tablier? Et pourquoi ce tatouage avait-il réveillé quelque chose enfoui au plus profond d'elle? Ce n'est pas seulement une histoire sur le passé, c'est une histoire de rédemption, de courage discret et d'une petite fille qui, sans le savoir, détenait la clé pour guérir deux cœurs brisés. Si les histoires de résilience, d'amour et de seconde chance vous touchent, prenez un moment pour vous abonner et nous rejoindre pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur. Un miracle discret à la fois. Maintenant, commençons. La chaleur enveloppait tout dans le restaurant de Lena comme une seconde peau. C'était le genre d'après-midi en Arizona qui faisait fondre l'asphalte et exaspérer les esprits, où le bourdonnement des cigales à l'extérieur luttait contre le lent ronronnement des ventilateurs au plafond. À l'intérieur, les habitués s'attardaient devant un café bon marché et un plat du jour à base de pain de viande, écoutant d'une oreille distraite les accords d'une vieille mélodie de Merle Haggard qui s'échappait du jukebox. Puis les Harley arrivèrent. Leur rugissement brisa le calme paresseux de l'après-midi, résonnant sur les vitres poussiéreuses et interrompant les conversations en plein milieu. Toutes les têtes se tournèrent. Une enfant laissa tomber sa cuillère. Même le cuisinier derrière le comptoir s'arrêta, sa spatule en l'air. La porte s'ouvrit comme une déclaration de guerre. À la tête du cortège chromé se trouvait Ramona Steele, mi-cuir, mi-légende. Ses bottes frappaient le parquet avec une assurance qui exigeait de l'espace. Des lunettes noires cachaient des yeux qui avaient autrefois fait de la une des journaux et lui avaient en valu des ennemis. Son gilet sans manches révélait des bras musclés couverts de tatouages audacieux et tentaculaires. Des ailes, des chaînes, des loups, du feu. Chaque centimètre carré de son corps semblait calculé, dangereux, étudié. Derrière elle, 6 autres motards se sont garés comme s'ils étaient chez eux. Ils portaient des tenues de moto haut de gamme, pas des vêtements en jean rapiécés comme ceux des voyous des autoroutes, mais du cuir de marque. Même leur casque avait l'air cher, mais c'était Ramona que tout le monde remarquait, non seulement pour son apparence, mais aussi pour la façon dont elle dégageait quelque chose de plus tranchant que n'importe quelle lame, le pouvoir. Au fond de la pièce, derrière la fenêtre ouverte de la cuisine, un homme continuait à retourner des crêpes. Il était grisonnant, maigre, les manches retroussées juste assez pour laisser apparaître ses avant-bras bronzés et des cicatrices qui n'avaient rien à voir avec des histoires. Son badge indiquait Aaron. Juste ça. Pas de nom de famille, pas de titre. Harlan Boyd ne leva pas les yeux. Cette place est libre. La voix de Ramona était aussi douce que de l'acier recouvert de velours. Elle n'attendit pas la réponse. Elle fit signe à l'homme qui travaillait derrière le long comptoir usé. J'ai entendu dire que les tartes étaient bonnes ici, un vrai cow-boy. Harlan la regarda enfin. Il n'était pas hostile, juste calme. Si tu es poli avec Mary, notre serveuse, tu auras peut-être droit à une part bien chaude. Ramona eut un petit sourire narquois. Poli, chérie. Je ne suis pas poli. Elle tourna son regard vers la serveuse, une femme potelée d'une cinquantaine d'années, qui portait un badge avec le nom Mary et un tablier taché de confiture de fraises. Mary tressaillit légèrement, mais acquiesça et griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Ramona reporta son attention sur Aaron. Il y avait quelque chose de trop immobile chez lui, de trop silencieux dans un monde où le silence signifiait généralement une histoire. « Vous me dites quelque chose, dit-elle. Vous avez déjà roulé avec les Broken Sons du Nevada? » « Non, vous servez. » Harlan essuyait le gris, ses gestes précis et sans précipitation. « Beaucoup de gens servent, dit-il. » Ramona se pencha par-dessus le comptoir. « Vous avez ce regard, celui d'un homme qui a vu le sang et qui s'est réconcilié avec lui. » Il ne répondit pas. Puis vint le moment. Rapide, stupide, électrique. L'un des motards, un type aux cheveux gominés et aux lunettes miroirs, fit une remarque grossière à la serveuse. Ramona rit, pas d'un rire gentil, mais d'un rire aigu, et Aaron réagit. Pas de manière agressive, pas bruyamment, il se plaça simplement entre la serveuse et l'auteur de la remarque. « Pas besoin de ça, dit-il. Calmement, fermement, avec le genre de voix qui fait baisser les armes avant même que les hommes se rendent compte qu'ils en tiennent une. » Le motard roula des yeux.
Du calme, papy. Je parle, c'est tout. Mais Ramona s'avança, intéressée, curieuse, provoquée. T'as vraiment l'air d'un noble guerrier, dit-elle en plissant les yeux, comme un ancien soldat devenu cuisinier qui joue les fantômes. Elle s'approcha, trop près. Sa main jaillit, rapide, précise. Elle attrapa le col de Harlan et tira. Le bruit du tissu déchiré résonna dans la pièce comme un coup de feu. Des cris étouffés suivirent. Quelqu'un fit tomber une assiette. Le jukebox s'arrêta brusquement. Ramona tenait toujours le col déchiré de la chemise de Harlan, mais son visage avait changé. Tout comme celui de tous les clients du bar, car sur la poitrine et l'épaule de Aaron Boyd, partiellement caché sous son T-shirt, se trouvait un tatouage, décoloré, étendu, indéniable. L'aigle, le globe et l'encre du corps des Marines des États-Unis. En dessous, à peine visible, figuraient les mots Force Recon, Opération Red Dust, Gunny Sergeant Harlan J. Boyd. Et puis les cicatrices. Pas des cicatrices décoratives, pas des tatouages, de vraies cicatrices, irrégulières, profondes. Le genre de cicatrices qui ne proviennent pas de bagarres dans des bars ou d'accidents de moto. Le genre de cicatrices qui témoignaient d'éclats d'obus, de balles, de feu. Ramona recula d'un pas, la main tombée, le tissu déchiré flottant comme un drapeau blanc sur le sol. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Un silence désertique s'abattit sur le restaurant de Lena. Et Harlan, l'homme discret derrière le grill, le père célibataire qui portait une alliance usée et préparait le déjeuner de sa fille avant l'aube, se contenta de tendre la main, de rassembler les deux pans de sa chemise et de regarder Ramona dans les yeux. Sa voix était basse, calme. Certaines choses ne sont pas faites pour être montrées, elles sont faites pour être gardées en mémoire. Puis il se retourna calmement, coupa une part de tarte à la rhubarbe et la fit glisser vers elle sur le comptoir. « C'est pour la maison, dit-il. La première part est toujours gratuite, mais le respect, ça se paye. » Cela avait un prix. Et sur ces mots, il s'était éloigné. Au matin, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans le désert. On l'appelait le Marine silencieux. La nouvelle s'était répandue de stand en stand, de station-service en restaurant, d'aire de repos en salle paroissiale. Dans un magasin d'armes local, quelqu'un jurait avoir vu un tatouage de reconnaissance au même endroit sur la poitrine d'un vieil homme. Ça devait être lui. Une femme à la bibliothèque se souvenait qu'il empruntait toujours des romans de guerre, mais ne disait jamais un mot. Quelques-uns affirmaient même avoir remarqué qu'il ne s'asseyait jamais dos à la porte. Mais personne n'avait vraiment vu Harlan Boyd avant hier. Maintenant, tout le monde avait des questions et personne n'avait de réponse. À l'école primaire Willow Creek, cela touchait un peu plus près de chez eux. June Boyd, 9 ans, avait toujours été très réservée. Intelligente, calme, polie, comme le sont souvent les enfants de parents célibataires, comme si elle savait que son père avait déjà assez de soucis sans qu'elle lui en ajoute avec son mauvais comportement. Elle adorait les livres, avait toujours 2 crayons bien taillés et se faisait un devoir de dire merci, même au concierge. Mais aujourd'hui, les chuchotements la suivaient comme des moucherons. C'est vrai que ton père est un tueur. Il a fait la guerre, il aimait tirer sur les gens. Mon père l'a dit qu'il avait un tatouage mortuaire. June ne pleura pas devant eux. Elle serra simplement ses petits poings et marcha plus vite, clignant des yeux comme son père lui avait appris. Une fois lentement, une fois rapidement, pour sécher ses yeux sans perdre le rythme. De retour chez Lena, l'ambiance avait changé. Le shérif Wade Templeton était appuyé contre le comptoir, sirotant son café noir comme s'il lui devait un loyer. Il avait la cinquantaine bien avancée, le visage buriné comme une selle usée, avec un badge qui n'avait pas vu un chiffon à polir depuis une décennie. Lui et Harlan se connaissaient depuis longtemps, plus longtemps qu'il ne voulait bien l'admettre. Ils ne se parlaient pas souvent, mais quand ils le faisaient, ce n'était jamais pour discuter de futilité. « Tu sais qu'il parle », dit Wade sans lever les yeux. Harlan remplit la tasse du shérif, silencieux. Le gamin au Texico a dit « Tu as un tatouage de marine ». Wade sourit. « Je parie que ça serait super sur un T-shirt ». Harlan ne dit toujours rien. WDE se pencha légèrement vers lui et baissa la voix. « Tu n'en as toujours parlé à personne, hein? Même pas à June. » « Parler de quoi? »
Tu sais très bien de quoi je parle. La poussière rouge. Le silence entre eux semblait aussi épais que du béton. Wade expira et se redressa, regardant Harlan essuyer la plaque chauffante avec le même soin qu'un chirurgien aurait mis à nettoyer un thorax ouvert. « Tu lui diras un jour ce qui s'est passé? » demanda Wade. Harlan leva les yeux. « Je l'ai déjà fait, en vivant comme ça. » Ils n'insistèrent pas. Ils connaissaient ce ton, celui d'un homme qui avait tourné la page, même s'il n'avait jamais cessé de porter ce fardeau. Dans une suite d'un gratte-ciel surplombant Tucson, Ramona Steele faisait défiler son téléphone avec une hésitation inhabituelle. Son assistant, un jeune homme sarcastique d'une vingtaine d'années, vêtu d'une tenue technique, lui tendit une tablette. « J'ai fait des recherches approfondies sur votre cuisinier Boy Scout. » Ramona la prit sans un mot. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Sergent d'artillerie Harlan J. Boyd, Force Recon, Opération Red Dust, 3 étoiles de bronze, une Purple Heart, plusieurs distinctions classifiées et une demande officielle manuscrite refusant la médaille d'honneur du Congrès. Aucun autre document public, dossier militaire scellé. Ramona se renversa en arrière, stupéfaite. Pourquoi quelqu'un renoncerait-il à tout cela? L'assistant haussa les épaules. La culpabilité ou l'humilité? Ou peut-être qu'il en avait juste marre de saigner. Ce soir-là, Harlan trouva June assise en tailleur sur la terrasse arrière, son cartable encore sur le dos. « Tu n'as pas mangé, » dit-il doucement. Elle ne leva pas les yeux. « Ils ont dit que tu étais un tueur. » Harlan s'assit à côté d'elle, les marches en bois craquant sous son poids. « J'étais marine, dit-il. Cela signifie que parfois, je devais prendre des décisions difficiles. Pas parce que je le voulais, mais parce que d'autres étaient en danger. »« As-tu tué des gens? » ?»« Oui, répondit-il. Sans concession, sans excuse, juste la vérité. Et j'ai sauvé des gens. J'ai essayé d'en sauver plus que j'en ai perdu. » June ne dit rien. Ses petits doigts tripotaient la fermeture éclair de son sac à dos. « Il y a eu une mission, » continua Harlan. « Dans un endroit lointain, un bâtiment rempli d'enfants. Des hommes mauvais les utilisaient comme boucliers. Mon équipe est entrée. Nous avons sauvé la plupart d'entre eux, mais j'ai perdu 3 frères ce jour-là. » Il fit une pause, avala quelque chose d'invisible et de lourd. C'était ma décision, mon plan. Je croyais que c'était la bonne chose à faire. Mais tout le monde n'a pas survécu. June leva les yeux vers lui, sans peur, sans colère, juste en quête d'une réponse. « Est-ce que ça t'a fait arrêter d'être soldat? » ?»« Non, ça m'a fait arrêter la guerre. » Plus tard dans la nuit, après que June se fut couchée, Harlan se tenait dans la minuscule buanderie derrière la cuisine. Il sortit une vieille boîte marquée « Outils ». Mais à l'intérieur, il n'y avait ni clé ni tournevis. Il y avait un tissu plié, un treillis camouflage usé au coude, un jeu de chevrons, une paire de plaques d'identité brisées et, sous tout cela, une photo floue et rayée. 4 hommes en tenue de combat, 3 souriants. Harlan n'était pas derrière eux, une école en ruine à leurs pieds, des dessins de soleil et des bonhommes allumettes tracés à la craie. Il la regarda longuement. Puis il remit la photo dans la boîte et referma le couvercle. Au moment où il tendait la main vers l'interrupteur, une pensée s'insinua dans son esprit comme de la fumée sous une porte. Et si je ne me cachais pas du monde, mais de moi-même? Les bêtes chromées roulèrent à nouveau, mais cette fois-ci, elles étaient plus silencieuses. Le rugissement des moteurs Harley était toujours là, mais plus discret. Cela ressemblait moins à un défilé qu'à une procession. Ramona Steele descendit la première. Ses bottes claquaient sur le bitume du parking. Son sourire arrogant et son aura autoritaire, qui autrefois tranchait l'air comme une lame, avaient disparu. Aujourd'hui, elle avait quelque chose d'inconnu sur le visage. Du regret. Le bord de Lena n'avait pas changé depuis sa dernière visite. La même enseigne au néon fissuré. La même porte moustiquaire collante. Le même tableau noir délavé à l'extérieur annonçant des tartes si bonnes que vous pardonnerez à votre ex. Elle poussa la porte et se retrouva dans l'embrasure où elle avait autrefois déchiré la chemise d'un homme et failli déchirer quelque chose de plus profond. June était assise dans le coin, le nez plongé dans un cahier, dessinant quelque chose avec application. De l'autre côté du comptoir, Aaron lavait des tasses à café comme s'il se préparait pour une cérémonie. Ses gestes, comme toujours, étaient précis et silencieux. La salle bourdonnait du bruit doux d'un restaurant, des fourchettes sur des assiettes, le murmure d'une chanson country, le tintement occasionnel d'une cuillère qui tombait. Ramona s'avança et s'éclaircit la gorge. Harlan ne leva pas les yeux.
Pas d'autographe, dit-il sèchement. Elle rit un peu, gênée. Je ne suis pas venu pour un autographe. Finalement, il leva les yeux vers elle, calme, impassible, comme une pierre dans le désert sous le soleil de midi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Une tarte, dit-elle, et des excuses. Un silence s'installant. Harlan la regarda longuement, puis hocha légèrement la tête. Je fais toujours des tartes, dit-il en posant une assiette propre sur le comptoir. Mais des excuses. Il marqua une pause. Pas dur, juste honnête. Ça prend du temps. Elle acquiesça, acceptant plus qu'elle ne comprenait. Je n'ai pas été élevé pour dire pardon, admit Ramona. On m'a appris à gagner. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre, répondit Harlan en se tournant vers la cuisine. Elle le regarda s'éloigner, son regard s'attardant juste en dessous de ses omoplates, là où son t-shirt déchiré avait autrefois révélé un aigle, un globe et une encre. Elle pouvait encore en voir les contours dans son esprit, pas seulement l'encre, mais aussi l'histoire qu'il racontait. Elle s'assit. June leva brièvement les yeux, méfiante, puis les baissa à nouveau sur son carnet de croquis. « Salut, » dit Ramona doucement. « J'ai vu ton dessin l'autre jour. » June ne répondit pas. Ramona se pencha un peu plus près, remarquant ce sur quoi la fillette travaillait maintenant. C'était le dessin d'un homme grand tenant une spatule comme un fusil, debout devant un soleil en forme de crêpe. À côté, une fille avec des lunettes et des nattes tenait une assiette comme un bouclier. Ramona cligna des yeux. « C'est toi et ton papa. » June acquiesça légèrement. « Tu es très doué, » dit Ramona. Un autre signe de tête, puis après un moment. « Tu étais sincère quand tu t'es excusé. » Les mots étaient brefs mais perçants. Ramona acquiesça. « Oui, je le pensais. » La fillette pencha la tête, observant Ramona avec des yeux bien trop sages pour son âge. Et c'est alors que cela se produisit. Ramona vit dans le regard de June qu'elle la fixait. Un regard calme, silencieux, brûlant sous la surface. C'était le même regard que Ramona avait vu dans un miroir il y a longtemps, quand elle n'était pas plus âgée que June, debout dans la boue à l'extérieur d'un camp de réfugiés à Mossoul, ses vêtements déchirés, ses chaussures dépareillées, sa mère déjà partie, les mêmes yeux, le même feu. À l'époque, le monde l'avait regardé et avait vu une statistique. Mais un soldat, le visage caché sous un casque, s'était agenouillé à côté d'elle, lui avait tendu de l'eau propre et lui avait murmuré « Tu n'es pas invisible, pas pour moi. » Elle n'avait pas repensé à ce moment depuis des années. Elle l'avait enfoui sous des contrats, du chrome et des portes closes. Et maintenant, il revenait en force. Elle fixait June, stupéfaite, une main posée involontairement sur sa poitrine, sur une cicatrice qu'elle avait cachée sous du cuir et le succès. « Ça va? » demanda June doucement. Ramona acquiesça, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Aaron revint avec une part de tarte encore chaude, la croûte dorée et saupoudrée de sucre. Il la posa délicatement devant elle, sans un mot. Ramona baissa les yeux, puis les releva. « Je peux te demander quelque chose? » Il haussa un sourcil. « Pourquoi ici? » demanda-t-elle. « Pourquoi pas dans une grande ville? Avec ton passé, tu pourrais être n'importe où. » Il s'essuya les mains sur un chiffon, regarda derrière elle le drapeau défraîchi au-dessus du comptoir, les bottes vides sous l'étagère où les vétérans laissaient leurs médailles. « J'ai été partout, dit-il. Je n'aimais pas qui j'étais dans la plupart de ces endroits. Et maintenant, dit-il en haussant les épaules, maintenant je prépare le petit déjeuner pour les camionneurs, le déjeuner pour les cœurs solitaires, le dîner pour les enseignants. Ce n'est pas glorieux, mais c'est bien. » Elle l'observa. Aaron Boyd dégageait une stabilité que ni la guerre ni les excuses ne pouvaient ébranler. « Je ne sais pas pourquoi je m'en soucie, » admit-elle. « Mais c'est le cas. Vous n'êtes pas comme je vous imaginais. »« Personne ne l'est, » répondit-il. « Vous avez juste l'air trop rapide. » Dehors, le soleil était bas et projetait de longues ombres sur le trottoir. À l'intérieur, June se remit à dessiner. Aaron resservit du café à Ramona sans lui demander. Et pour la première fois depuis longtemps, Ramona se laissa aller à rester assise sans bouger. Pas d'accord, pas de délai, pas d'armure, juste du cuir, du chrome et des fantômes. Et peut-être, pour la première fois, un endroit où elle pouvait laisser l'un d'eux partir. Le shérif Wade Templeton avait l'habitude de se fier à son instinct. C'était le genre d'instinct aiguisé par 3 décennies passées à observer les gens mentir avec leurs yeux, tandis que leurs mains disaient la vérité.
Wade n'était pas du genre à croire aux théories du complot ou à se livrer à des chasses aux sorcières. Mais quand quelqu'un débarquait de nulle part avec trop d'argent, trop peu d'informations sur son passé et un œil pour les coins tranquilles de son comté, cela déclenchait des alarmes suffisamment fortes pour réveiller les coyotes. Et Ramona Steele les avait toutes déclenchées. Ce matin-là, assis à son bureau du commissariat de Willow Creek, il mâchait le capuchon d'un stylo à Bill et fixait son dossier. Officiellement, elle était irréprochable. Plusieurs licences commerciales, des déclarations fiscales en règle, aucune accusation pénale, pas même une infraction au code de la route au cours des 5 dernières années. Trop irréprochable. Le genre d'irréprochabilité qui vous fait vous demander qui a fait le ménage. Il cliqua sur les images satellites de son écran et zooma. 3 propriétés, toutes en bord de route, toutes anciennement des motels ou des restaurants familiaux, toutes désormais démolies et toutes achetées par des sociétés écrans liées à Steel Horizons LLC. Ce n'était pas illégal. Bon sang, ce n'était même pas inhabituel. De grosses sommes d'argent circulaient sans cesse dans les villes reculées, rachetant des terrains inutiles pour les réaménager. Wade avait vu cela se produire dans le comté voisin. Une douzaine de restaurants avaient été remplacés par un complexe pour motards, tout en chrome et en rouille, proposant des suites personnalisées, des salons de tatouage et une collection d'objets américains. Cela avait créé des emplois, certes, mais cela avait aussi chassé les habitants, fait grimper les prix et tout changé. Et maintenant, elle était là, assise dans le bar de Lena, comme si c'était son nouveau quartier général. Wade plissa les yeux. Était-ce seulement la culpabilité qui l'avait ramené à Harlem, ou la culpabilité servait-elle à masquer autre chose? La clochette au-dessus de la porte de la station tinta. L'adjoint Alan Ruiz entra, son uniforme fraîchement repassé, un bloc-notes sous le bras. « J'ai obtenu des informations sur les avoirs de Steele, dit-il en posant le rapport. Elle n'apparaît pas comme l'acheteuse sur aucun document, pas directement, mais son nom figure sur le conseil consultatif de Horizon Ridge Development, qui détient la société mère de Steel Horizons. WDE se frotta l'arête du nez. Elle achète la route, on dirait bien. Rui hésita. Tu penses qu'elle vise la boîte de Lena ensuite? Wade ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit le tiroir, en sortit une carte du comté pliée et la déplia. Il y a un schéma, dit-il en suivant du doigt l'ancienne route 83. Elle est en train de se tailler un corridor, une ligne droite entre Tucson et la frontière. Tous les petits arrêts entre les deux ont disparu, ont été asphaltés, sauf celui-ci. Il tapota le bord de Lena. Le seul morceau qui restait, le seul endroit où les gens ralentissaient encore. Plus tard dans l'après-midi, Wade se gara sur le parking du Lena's. Il n'entra pas tout de suite. Il resta assis dans sa voiture pendant un moment, observant à travers le pare-brise poussiéreux. Ramona était assise à une table près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert, son téléphone à côté d'elle, sirotant son café comme si elle était chez elle. Arlon était derrière le comptoir, retournant d'une poêle avec le même calme concentré, celui qui vient de nombreuses années passées à connaître le chaos et à choisir malgré tout la paix. Et June était dans un coin, montrant un croquis à un vieux vétéran qui souriait comme s'il n'avait pas souri depuis des années. Wade soupira, sortit de la voiture et entra dans le café. « Bonjour », dit-il en soulevant son chapeau. Arlen hocha la tête. « Un café, comme d'habitude. » Lorsque le shérif s'assit sur le tabouret, Ramona leva les yeux de son ordinateur portable. « Shérif, dit-elle poliment, mais avec méfiance. « Mademoiselle Steele, répondit Wade. Où préférez-vous Steele comme promoteur immobilier ces jours-ci? Son expression changea, juste un instant. Mais cela suffit. Je vois que vous avez fait vos devoirs, répondit-elle froidement. J'aime savoir qui s'intéresse à ma ville, dit-il, surtout quand ils semblent plus investis qu'ils ne le veulent bien l'admettre. Je suis venu pour la tarte, dit-elle en levant sa tasse, et je suis resté pour avoir des éclaircissements. Wade se pencha en arrière, posant sa main lourde sur le comptoir. Ces éclaircissements viendraient-ils avec des plans, des offres d'achat ou des permis de démolition? Aaron s'arrêta en plein mouvement, la poêle suspendue au-dessus d'une assiette. Ramona ne répondit pas tout de suite. Elle ferma lentement son ordinateur portable, délibérément. « Je ne vais pas insulter votre intelligence, dit-elle. Oui, je travaille pour un groupe immobilier, et oui, cet emplacement nous intéresse. Et maintenant, demanda Wade d'une voix grave et autoritaire,
Je ne suis plus si sûr. Ramona regarda vers le fond du restaurant où June riait avec un groupe de vieilles dames qui tricotaient autour d'une tasse de thé. Quand Wade partit, il ne profita pas de la situation, ne fit aucune menace. Il posa simplement sur le comptoir une médaille qu'il avait gagnée à Fallujah. « Si elle te ment, dit-il à Heron, elle est sacrément douée. Et si ce n'est pas le cas, elle est peut-être exactement ce dont cette ville avait besoin sans le savoir. » Arlen ne prit pas la médaille, se contenta de la regarder longuement. Puis il a fini par dire « Elle n'est pas la seule à avoir des fantômes. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les falaises rouillées, Ramona se tenait devant le bar de Lena, son casque à la main. Arlen est sorti à côté d'elle, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tu n'es pas venu ici juste pour la tarte, a-t-il dit. « Non, a-t-elle admis. « Mais tu es resté, acquiesça-t-elle, parce que j'ai vu quelque chose qui valait la peine de rester. Une tarte peut faire ça, dit-il sèchement. Ramona sourit. Les gens aussi. Il y eut un silence entre eux qui n'était pas gênant. C'était juste là. Elle le regarda. « Tu ne me fais pas confiance, bizarrement. Je ne me méfie pas de toi, dit-il. Mais j'ai vu des villes comme celle-ci disparaître. J'ai vu des hommes comme moi se faire écraser sans même entendre le moteur démarrer. » Elle détourna le regard. « Je n'allais pas me battre pour cet endroit, dit-elle. Mais ensuite, ta fille m'a regardé et pendant une seconde, j'ai vu la petite fille que j'étais. Je me suis souvenu de ce que c'était que d'être invisible, puis d'être vu. » Arlen ne dit rien, mais il ne détourna pas le regard. À l'intérieur, June était assise au comptoir, buvant son chocolat au lait et regardant son dessin qu'elle n'avait encore montré à personne. C'était une image du restaurant de Lena, dessinée comme une forteresse. Autour, des monstres chromés tournaient en rond. À l'intérieur, derrière les fenêtres, se tenait son père. Un soldat silencieux avec une spatule en guise d'épée. Et devant la porte d'entrée, une femme vêtue de cuir noir montait la garde. Les clients du petit déjeuner chez Lena n'arrivaient pas à l'heure, mais guidés par l'odeur du bacon et de la confiance. Ils entraient en bottes et chemises boutonnées, en jeans et les mains colleuses. Ils s'asseyaient dans le silence ou murmuraient, comme dans une église un matin de semaine, non par respect pour la nourriture, mais pour quelque chose d'inexprimable qui flottait dans l'air. Harlan Boyd se déplaçait derrière le comptoir comme si le temps lui-même avait ralenti pour s'adapter à son rythme. Chaque mouvement était intentionnel. La façon dont il essuyait le comptoir en cercle concentrique et fluide ou cassait les œufs d'un simple mouvement du poignet. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Au bout du comptoir, June était assise sur un tabouret haut, les jambes pendantes, les mains occupées. Elle pliait des serviettes. Pas négligemment, ni distraitement, mais avec la même précision tranquille que son père mettait dans tout ce qu'il faisait. Plier, aligner, appuyer sur les bords, tourner une fois, plier à nouveau. Elle avait créé une petite pile de carrés parfaits. Chacun était symétrique, empilé comme des cartes à jouer. C'était quelque chose qu'elle faisait presque tous les matins désormais. Non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce que cela lui donnait l'impression de mettre de l'ordre dans le chaos. Et dans son monde, un monde où les chuchotements la suivaient à l'école et où les gens regardaient trop longtemps son père, l'ordre était synonyme de sécurité. Un homme était assis 2 tabourets plus loin et observait la scène. Il avait environ 70 ans, peut-être plus, le visage marqué de rides profondes et les mains tremblantes qu'il essayait de cacher. Il s'appelait Frank Mallory, un camionneur à la retraite, vétéran du Vietnam, et un habitué de Lena's depuis plus longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. La plupart du temps, il restait dans son coin. Mais aujourd'hui, c'était différent. Alors que Arlen posait devant lui une tasse de café fraîchement préparée, noir, fort, sans sucre, le regard de Frank s'attarda sur la façon dont l'homme le versait. Il n'y avait ni fioriture, ni mouvement inutile, juste une main sûre et un angle précis. Puis Arlen a ouvert un tiroir et en a sorti une petite cuillère en argent. Pas une cuillère ordinaire, mais une cuillère à long manche, plus fine, plus ancienne. Il l'a posée délicatement sur le comptoir, juste devant Heron. Puis il a pris une longue gorgée de café, a fermé les yeux et a expiré comme quelqu'un qui vient de faire la paix avec un fantôme. Aucun mot n'a été échangé. Ce n'était pas nécessaire. Mais la pièce est restée sur le comptoir, non pas pour payer, mais en signe de reconnaissance. De l'autre côté de la salle, Ramona Steele observait toute la scène depuis sa table près de la fenêtre.
Elle n'interrompit pas. Elle n'enregistra pas. Elle se contenta d'observer. Il y avait quelque chose dans la façon dont tout le restaurant tournait autour de Aaron, comme les aiguilles d'une horloge, dont toutes les aiguilles pointaient vers l'intérieur, un centre de gravité silencieux. Et maintenant, elle commençait à comprendre pourquoi les gens venaient non seulement pour la nourriture, mais aussi pour le calme qui l'accompagnait. Ils ne faisaient pas que cuisiner. Ils restauraient des choses. Plus tard, alors que la foule du petit déjeuner se dispersait, Harlan s'approcha de la table de Frank avec une part de tarte à la crème de banane offerte par la maison. « Vous n'auriez pas dû, » dit Frank doucement. « Je ne l'ai pas fait, » répondit Harlan. « Mais je voulais le faire, » dit Frank en montrant la pièce. « Je ne l'ai jamais donné à personne. »« Ce n'est pas pour moi, » dit Harlan. « C'est pour ce dont vous vous souvenez. » Frank baissa les yeux, puis acquiesça lentement. « Merci, » dit-il. Mais Harlan s'était déjà éloigné. Dans la cuisine, June était assise sur une caisse à lait, sa pile de serviettes terminée. « Pourquoi cet homme a-t-il pleuré ?» demanda-t-elle. Harlan était en train de rincer une casserole. Il s'interrompit, parce que parfois, faire une petite chose de la bonne manière rappelle à quelqu'un quelque chose d'important, comme plier des serviettes. Il la regarda, exactement comme ça. Elle sourit fièrement et fouilla dans son sac à dos pour en sortir un petit croquis. On y voyait une tasse de café dont la vapeur formait un insigne militaire. En dessous, une main ferme et usée tenait une pièce de monnaie au-dessus d'un comptoir. « Je crois que je veux dessiner des histoires maintenant, » dit-elle. « Pas seulement des images, » dit Harlan en s'accroupissant à côté d'elle. « Alors dessine celles qui comptent, même si personne ne les voit. » Elle acquiesça. « Comme les tiennes ?» Il ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. Cet après-midi-là, longtemps après le départ de Frank, la pièce commémorative était toujours posée sur le comptoir, reflétant la lumière provenant des fenêtres à l'avant. Ramona passa devant en sortant et s'arrêta pour la regarder. « J'ai besoin d'une comme ça pour faire partie de cet endroit ?» demanda-t-elle. Aaron s'essuya les mains sur une serviette. « Non, mais tu dois rester assise sans bouger. »« Combien de temps ?»« Aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit-elle avec un sourire en coin. Ça lui semblait raisonnable. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Hé, quelle tarte est bonne pour dire que tu veux t'améliorer? » Harlan n'hésita pas. « Pomme! » Toujours pomme. Alors que la porte se refermait derrière elle, Harlan retourna derrière le comptoir. Il ne bougea pas la pièce. Il la laissa là, comme un signe silencieux d'un homme qui était rentré chez lui, avait trouvé un endroit dont il se souviendrait et avait laissé une partie de lui-même derrière lui. Et quelque part à l'arrière, June recommença à plier, un carré après l'autre, construisant une forteresse silencieuse de tissus, de souvenirs et de petits gestes honorables. L'odeur du café fort et du pain de maïs cuit s'estompa à mesure que les lumières du restaurant s'éteignaient pour la nuit. Harlan se tenait près de l'évier, rinçant méthodiquement ses pantalons en acier, l'eau coulant comme des souvenirs. Le vieux bâtiment craquait sous le poids des ans. Mais ce n'était pas la structure qui gémissait, c'était le passé. Et il avait retrouvé le chemin de la maison. La poussière étouffait le soleil, transformant le milieu de la journée en un crépuscule lugubre. Le ciel grondait, non pas à cause des nuages, mais à cause du bruit constant des tirs de mortier qui résonnaient dans les estomacs. Les coupes de feu retentissaient en staccato dans toutes les ruelles. L'équipe de Harlan se déplaçait comme des fantômes parmi les décombres et le sang, les yeux scrutants, le souffle court. Son cœur battait non pas de peur, mais du poids de son rôle de chef. Il avait pris une décision ce matin-là, une décision qui avait divisé son unité en deux. Il se disait que c'était pour la mission. Comme toujours. Ils étaient entrés dans l'orphelinat effondré quelques minutes après l'explosion. L'air à l'intérieur était brûlant, chargé de fumée et de douleur. Les dalles de béton penchaient comme des géants ivres, menaçant d'ensevelir tout ce qui oserait bouger. Puis, dans le silence, une toux fragile, puis un gémissement. Harlan tomba à genoux et se fraya un chemin à travers les briques brisées, les bras couverts d'entailles. Il s'enfonça plus profondément dans les décombres, ignorant les cris d'avertissement derrière lui. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il n'y avait pas de protocole. Il n'y avait que ce bruit, le souffle d'un enfant face à la mort. Et puis il l'a vue. Une petite fille âgée d'à peine 5 ans, à moitié ensevelie sous une poutre tombée. Ses yeux étaient trop grands pour son visage. Ses cils étaient collés par la cendre.
Ses cheveux étaient maculés de sang. Son poignet gauche, qui tremblait légèrement, dépassait des décombres. Et là, un tatouage de papillon, pâle, effacé, mais indubitable, un encre bleue et dorée. Il l'enveloppa dans sa veste de camouflage et la berça comme si elle était en verre. Alors qu'il la soulevait, le bâtiment gémit à nouveau. Un craquement monstrueux. « Partez !» aboya-t-il à ses hommes. « Partez maintenant !» Le monde derrière eux s'effondra. Ils ne réussirent pas tous à s'échapper. Les néons de la cuisine bourdonnaient doucement au-dessus de la tête de Harlan. Il fixait d'un regard vide l'éponge qu'il tenait dans sa main, l'esprit à des milliers de kilomètres et plusieurs vies plus loin. June était déjà allée se coucher dans la chambre du fond avec son carnet de croquis et une série de questions sur les galaxies. Il l'avait embrassée sur le front, mais s'en souvenait à peine. Ce soir était l'un de ces soirs où, même après toutes ces années, on découvrait des failles dans son armure. Il se servit un verre d'eau, voyant encore le visage de cette fille à travers la vapeur qui s'élevait de l'évier. Elle ressemblait à June. Mais ce n'était pas cela qui le tourmentait. C'était le papillon. La porte d'entrée s'ouvrit dans un tintement. Il se retourna. Ramona Steele entra dans le restaurant, ses bottes résonnant sur le carrelage. Pas d'escorte, pas de bruit, juste elle. Sa veste en cuir était à moitié fermée, ses cheveux ébouriffés par le vent, son visage indéchiffrable. Elle portait une petite boîte. « Une tarte aux pommes », dit-elle. « Je te la donne si tu me donnes 1 minute. » Il ne répondit pas. « Je l'ai faite moi-même », ajouta-t-elle. « J'ai cherché Humble Pie sur Google, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus. » Il esquissa un sourire. Elle posa la boîte sur le comptoir. « Je peux m'asseoir? »« Tu es déjà assise, dit-il en désignant le tabouret qu'elle occupait. Elle retira ses gants lentement, méthodiquement. Le cuir craqua dans le silence. Harlan leva les yeux, puis se figea. À l'intérieur de son poignet gauche, juste au-dessus du pouls, se trouvait un papillon, bleu et doré. Il la fixa sans cligner des yeux. Ramona suivit son regard. Elle ne le couvrit pas. « Je l'ai depuis que j'ai 5 ans, » dit-elle doucement. « Je me l'ai tatoué moi-même avec une aiguille et un bouchon de bouteille dans un camp de réfugiés. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Jusqu'à récemment, Harlan déglutit, la gorge sèche. Je ne l'ai jamais dit à personne, continua-t-elle. Je ne m'en souvenais même plus depuis longtemps. Mais je rêvais d'un homme qui sentait le sable et la fumée, qui m'enveloppait de chaleur quand tout le reste était brisé. Sa voix se brisa. « Tu étais là, n'est-ce pas? » Silence. « Oui, j'étais là, » murmura Harlan. Une larme coula sur la joue de Ramona. Elle ne l'essuya pas. « Tu m'as sauvé, » dit-elle. « Et je ne l'ai su que la semaine dernière, quand j'ai vu tes mains préparer le café comme dans mes rêves. La serviette est pliée. La façon dont tu as soulevé ta fille de la banquette comme si elle était de la chose la plus précieuse au monde. » Il s'assit en face d'elle. « Je ne savais pas. Il a dit que je ne t'avais pas reconnu. Tu ne pouvais pas. Ils m'ont rasé la tête après l'explosion. Je n'ai pas parlé pendant des mois. » Aaron se frotta la mâchoire. « Ce bâtiment s'est effondré. Nous avons perdu des hommes ce jour-là. » Ramona baissa les yeux. « Je suis désolé. C'étaient mes amis, ma famille. Puis ils m'ont sauvé aussi. » Ils restèrent longtemps sans parler. Puis Ramona ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une part de tarte légèrement bancale. « Je ne suis pas une bonne pâtissière, dit-elle. » Aaron prit la fourchette et goûta. Pause. « C'est horrible, dit-il. » Elle rit. Le son fit éclater quelque chose dans la pièce. « Mais c'est sincère, ajouta-t-il, et c'est plus que ce que la plupart des gens donnent. » Ramona se leva pour partir, mais avant de se retourner, elle fouilla dans sa veste et posa quelque chose sur le comptoir, à côté de la pièce que Frank Mallory avait laissée plus tôt. Une photo, décolorée, déchirée sur les bords. Elle montrait une petite fille enveloppée dans une veste de marin 2 fois trop grande, serrant un ours en peluche, les yeux écarquillés et vides. « Je l'ai trouvée dans un dossier de la Croix-Rouge, » dit-elle. « Ils l'ont prise juste après que j'ai été sorti de là. » Harlan la prit délicatement. Il reconnut la veste, reconnut la façon dont ses mains la tenaient juste hors du cadre. « Tu as continué, » dit-il. « C'est ce qui compte. » Ramona acquiesça. « J'ai bâti un empire d'1 milliard de dollars, Aaron, mais rien de ce que j'ai fait ne m'a jamais semblé aussi réel que ce moment-là, en ce moment. Ici. » Elle s'arrêta à la porte. « Je ne suis pas venue pour prendre ta terre, dit-elle. Je suis venue pour me souvenir de qui j'étais
et peut-être découvrir qui je suis censé être maintenant. Puis elle disparut. La porte se referma derrière elle dans un tintement. Arlen resta assis longtemps, fixant le papillon sur la photo, celui qui était encore vivant dans sa mémoire. Il leva la main et toucha la cicatrice au-dessus de ses côtes. Il s'avérait que certains fantômes ne hantaient pas les vivants. Il revenait pour dire « merci ». La brise du soir soufflait à travers la fenêtre entr'ouverte, faisant bruisser les rideaux de la petite pièce à l'arrière où June était recroquevillée dans sa couverture, les genoux repliés contre sa poitrine, son carnet de croquis posé délicatement à côté d'elle. Les voix avaient commencé doucement. Quelques mots murmurés entre son père et la femme à la veste en cuir. Mais comme le tonnerre qui gronde derrière les collines, elles devinrent plus aiguës, plus fortes, puis éclatèrent comme un orage. Elle n'était pas censée les entendre, mais elle les entendit. Dans la salle à manger, Arlen se tenait debout, une main appuyée sur le bord du comptoir, les jointures blanches. Ramona se tenait en face de lui, respirant bruyamment, la mâchoire serrée. « Tu crois que je suis revenu juste pour remuer le passé? » lança-t-elle. « Je ne savais pas. Je te jure, Arlen, je ne savais pas. » Il ne dit rien, pendant un long moment. Puis finalement, ça ne rend pas les choses plus faciles. La voix de Ramona baissa et trembla. « Que veux-tu que je dise? Que je me souviens d'un enfant qui criait dans les décombres, que j'ai rêvé d'une petite fille que je n'ai jamais pu retrouver? Tu crois que je n'ai pas essayé de retrouver mon passé? Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun survivant dans cet établissement. Et pourtant, dit Arlen, la voix brisée, tu es là, devant moi. » Ramona expira, les mains légèrement tremblantes, appuyées contre le bord. « Je ne suis pas venu chercher un enfant, admit-elle. Je suis venu à cause du tatouage. Parce que quelque chose m'a ramené ici, et moi, derrière la porte fissurée du couloir, une petite voix trancha comme du verre. Pourquoi ma maman m'a-t-elle abandonné? » Aaron et Ramona se figèrent. June se tenait pieds nus au bord du couloir, les cheveux en bataille, les yeux écarquillés, rouges et brillants. Elle serrait son carnet de croquis comme une bouée de sauvetage. Le cœur de Ramona se serra. « June, » commença Arlen en s'avançant, mais la fillette recula. « Tu m'as menti, » murmura-t-elle. « Non, » répondit rapidement Arlen. « Je n'ai pas menti. Il y avait des choses que je ne savais pas comment expliquer. » June tourna les yeux vers Ramona. « C'est toi? » Ramona retint son souffle. Elle s'agenouilla lentement jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de June. « Je ne savais pas, » dit-elle d'une voix faible et tremblante. « Je ne savais pas que tu existais, ma chérie. Je n'aurais jamais pu. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? » La voix de June tremblait, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. « Je l'ai fait, » murmura Ramona. « Je te le jure. Mais le monde est parfois cruel et je me suis perdu. J'ai perdu une partie de moi-même. » June regarda son père. Est-elle vraiment ma mère? Arlen ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence entre eux en disait long. Il s'assit sur le bord d'une banquette, la tête entre les mains. « Je t'ai trouvé, » dit-il enfin d'une voix rauque, enveloppé dans une couverture d'hôpital dans un centre de la Croix-Rouge. Aucun dossier, aucun nom, juste un papillon sur ton poignet. Ramona eut le souffle coupé. June retourna lentement son poignet. Là, effacée et délicate, le même papillon, bleu et doré, identique à celui de sa mère. Ramona s'affaissa davantage sur le sol, les larmes coulant librement. « Oh mon Dieu, » murmura-t-elle, « c'était toi. »« Je te l'ai demandé chaque année, » dit June d'une voix fragile. « Pourquoi maman ne revient-elle pas? » Il ne répondait jamais. Il me serrait juste très fort dans ses bras. Ramona regarda Aaron. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? »« Je ne savais pas qui tu étais, » répondit-il, « jusqu'à maintenant. » Mais après, il la regarda, fatiguée, sur ses gardes, parce qu'elle n'est pas un pion dans un fantasme de retrouvailles. C'est une petite fille avec un cœur entier, et les cœurs ne se passent pas de main en main comme des noms oubliés dans des dossiers administratifs. Ramona eut l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. « Je ne suis pas venu ici pour l'emmener, » dit-elle. « Non, » acquiesça Arlen. « Mais si elle veut partir? » Ils se tournèrent tous les deux vers June, mais elle ne regardait aucun d'eux. Elle était assise en tailleur sur le sol et feuilletait son carnet de croquis. Lentement, elle brandit un dessin. On y voyait Aaron et elle assis sur les marches du porche, en train de manger du pain de maïs. Une troisième silhouette se tenait derrière eux,
à moitié dessiné, avec des bottes de motard et des cheveux ébouriffés. Un point d'interrogation flottait au-dessus de sa tête. « Je ne sais pas encore qui tu es, » dit June doucement à Ramona, « mais je sais que je veux le découvrir. » La voix de Ramona se brisa complètement. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Cette nuit-là, après que June se fut rendormie, les doigts crispés autour du papillon sur son poignet, Harlan s'assit dehors sur les marches du porche, sous les étoiles froides et brillantes. Ramona le rejoignit, portant 2 tasses de café. Elle lui entendit une. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, un silence lourd de souvenirs. « Tu l'as appelée June ?» demanda Ramona finalement. « Non, » répondit Harlan. Elle m'a dit son nom une nuit dans un rêve quand elle était encore bébé. Je me suis réveillé et j'ai su. June, comme quelque chose de chaud après avoir passé trop de temps dans le froid. Ramona acquiesça. Ça lui va bien. Aaron prit une longue gorgée, puis la regarda. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » admit Ramona. « Je ne suis pas doué pour les atterrissages en douceur, mais je sais que je veux faire partie de sa vie, quelle qu'elle soit. » Il acquiesça légèrement. « Elle a ton feu, dit-il, et ton cœur. » Cela le fit rire doucement. Ramona leva les yeux vers les étoiles. « Peut-être, dit-elle, ce n'est pas une erreur, c'est peut-être une seconde chance. » Harlan ne répondit pas tout de suite, mais après un long silence, il dit « C'est peut-être les deux. » Et d'une certaine manière, cela semblait plus honnête que tout ce qu'ils avaient dit de toute la soirée. Le feu ne commença pas par des flammes. Il commença par une odeur âcre, chimique et amère, comme quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de colérique. À 2h43, le silence de la maison de Lena fut brisé par le bruit du verre qui se brisait et le sifflement sourd d'une flamme liquide léchant la porte d'entrée. Un cocktail Molotov lancé à travers la moustiquaire atterrit près de l'entrée. Mais la chance ou le destin intervint. La bouteille ne se brisa pas complètement. Le chiffon ne s'enflamma qu'à moitié. La flamme dansa mais ne prit pas. Une trace de brûlure apparut sur le parquet, puis s'éteignit dans un sifflement fumant. Lorsque le shérif arriva, alerté par une alarme silencieuse que Harlan avait installée à contre-cœur l'année dernière, les dégâts étaient minimes. Un rideau brûlé, une vitre fissurée et un coin noirci du paillasson. Le bâtiment était debout, mais l'air était chargé de menaces. Au lever du soleil, un ruban jaune était tendu devant le porche, comme un drap mortuaire recouvrant un souvenir. Les habitants se tenaient tranquillement en petits groupes, une tasse de café à la main, chuchotant. Ramona arriva sur sa triomphe noire personnalisée, sa veste en cuir encore froissée par le sommeil. Elle regarda la fenêtre brûlée, le graffiti à peine visible, pas les bienvenus, peint à la bombe rouge sur le mur, et son estomac se noua. June était assise sur les marches, serrant ses genoux contre elle. Le shérif Maddox faisait les 100 pas près de la fenêtre, examinant les restes de l'engin. À l'intérieur, Harlan se tenait debout, une pelle à la main et un balai dans l'autre, balayant les morceaux de verre sans dire un mot. Son visage était impassible, comme il l'avait été sur le champ de bataille. Ramona entra. « Je suis tellement désolé, dit-elle. » Il ne leva pas les yeux. « Pourquoi es-tu désolé ?» demanda-t-il doucement. « Parce que je sais d'où ça vient, répondit-elle. Cela attira son regard. « J'ai vérifié le nom sur l'acte, ajouta Maddox en entrant derrière elle. Merryweather Holdings. Sur le papier, ils sont légaux. En pratique, ils acquièrent des propriétés en bord de route par l'intimidation, des offres dérisoires et des incidents comme celui-ci. » Ramona ferma les yeux. « C'est l'une de mes sociétés, » dit Harlan en posant le balai. « Mais je ne m'en suis pas occupé depuis des années, » continua-t-elle rapidement. « Après Mossoul, après que j'ai vendu une partie de mon portefeuille, je ne savais même pas que Merryweather était toujours en activité. » Maddox croisa les bras. « Votre nom n'apparaît pas, mais une société écran liée à votre ancienne équipe juridique détient toujours une participation majoritaire. » Ramona serra les mâchoires. « Je m'en occuperai. »« Assurez-vous de le faire, » dit Maddox sans méchanceté, « car c'était votre problème maintenant, que vous l'ayez allumé ou non. » Plus tard dans la matinée, Harlan se tenait seul dehors, fixant le vieux panneau en bois au-dessus du porche. « Bienvenue à tous. » Ses bords étaient désormais noircis et déformés. Il ne dit rien, se contentant de sortir une boîte à outils, un pinceau et un bloc de papier de verre.
Il grimpa lentement à l'échelle, chaque marche résonnant dans le silence. D'un geste délibéré, il commença à poncer les traces de brûlure. Le bois rugueux gémissait sous sa main, mais il travailla avec soin et patience jusqu'à ce que les traces de charbon disparaissent et que les lettres réapparaissent. L'enseigne portait encore des cicatrices, mais les cicatrices peuvent être belles. Les cicatrices peuvent être la vérité. Derrière lui, Ramona s'approcha. Elle ne dit rien au début, se contentant d'observer. Finalement, elle dit « Pourquoi n'es-tu pas en colère ?» Il s'interrompit, baissa les yeux vers elle. « La colère est un feu qui se nourrit de lui-même, » répondit-il. « J'en ai allumé assez dans ma vie. » Ramona déglutit. Je ne savais pas quel genre de dégâts ils avaient causé, qu'ils fonctionnaient toujours de cette manière. Mais c'était mon nom qui avait déclenché tout ça. C'était ton silence qui avait permis que ça continue. Les mots n'étaient pas durs, mais ils firent leur effet. « Je vais tout arrêter, dit-elle, revendre le terrain à la ville. Restaure ce qui a été pris, et je veillerai à ce que personne ne soit plus jamais blessé. Je te le promets. » Il acquiesça d'un signe de tête. Les promesses sont comme des signes, jolis à regarder, mais ce qui compte, c'est ce vers quoi elles guident les gens. Elle sourit faiblement. « Alors je te montrerai où les miennes mènent. » Dans l'après-midi, June avait préparé de la limonade maison et distribuait des verres aux bénévoles qui s'étaient rassemblés pour aider. Des vétérans, des agriculteurs, d'anciens élèves et même quelques anciens sceptiques sont venus avec des marteaux, de la peinture, des pinceaux et les mains impatientes de travailler. Personne n'a mentionné l'incendie, mais tout le monde savait ce qu'il signifiait. Ramona s'assit à côté de June sur le perron. « Tu sais, dit June, avant, je pensais que tu étais juste méchante. » Ramona rit. « C'était juste, mais tu n'es plus juste. Tu ne savais simplement pas où te poser. » Ramona la regarda. « C'était si évident. » June acquiesça. « Papa dit que certaines personnes sont comme des comètes, brillantes, bruyantes et rapides, mais elles s'éteignent si elles ne trouvent pas un endroit où se poser. Et toi, tu es quoi? » June but une longue gorgée de limonade. « Je suis la gravité. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, puis elles éclatèrent toutes les deux de rire, un rire profond et apaisant. Au coucher du soleil, l'enseigne avait été remise en place. La peinture fraîche brillait d'un éclat doré dans la lumière déclinante. « Bienvenue à tous. » Ramona leva les yeux vers l'enseigne, puis baissa les yeux vers ses mains. « Avant, je pensais que je pouvais acheter la paix, dit-elle, que si je construisais suffisamment d'empires, si je faisais suffisamment de bruit, le calme ne me trouverait pas. Et maintenant, demanda Harlan en s'approchant d'elle. J'apprends à rester tranquille, répondit-elle. C'est difficile. Il la regarda longuement. Tu t'en sors très bien. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, ils ne portaient plus le poids des guerres, du feu ou de la perte. Juste deux personnes debout sous une pancarte qui refusait de brûler. Le whisky était doux, assez vieilli pour avoir le goût des histoires. Du chêne, de la fumée et une pointe de regret. Le shérif Maddox versa 2 doigts dans chaque verre, en glissa un vers Harlan et s'assit sur le tabouret qu'il avait occupé des centaines de fois auparavant. Mais ce soir, c'était différent. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était mérité. « À ce feu qui n'a pas pris, » dit Maddox en levant son verre. « Aux cicatrices qui ne se voient pas, » répondit Harlan. Ils trinquèrent doucement et burent. Dehors, le soleil venait de disparaître derrière les collines, projetant une longue bande dorée sur le bord de l'Héna. Les bords carbonisés de la vieille fenêtre avaient été nettoyés, la peinture retouchée, mais une légère trace noire subsistait dans un coin. Harlan avait insisté, pour qu'on se souvienne de ce qui n'a pas été détruit. Le shérif observa longuement son vieil ami. « Tu sais, je pensais que tu avais disparu après la poussière rouge parce que tu te sentais coupable, dit-il. » Harlan fixa son verre. « C'était le cas, mais maintenant je comprends, » continua Maddox. « Tu ne fuyais pas les fantômes. Tu leur construisais une maison. » Le lendemain matin, tout commença avec un vieil homme. Il portait une veste militaire délavée, dont l'écusson sur la manche tenait la peine. Il ne parlait pas beaucoup, il commanda juste un café noir, glissa une photo sur le comptoir à Harlan et hocha la tête. La photo montrait une version plus jeune de lui, des bottes, du sable, un fusil sur les genoux, un sourire brûlé par le soleil. Au dos, on pouvait lire « Camtagie 2005 ». Harlan la posa sur une étagère derrière la caisse, juste au-dessus de la sonnette.
À midi, deux autres personnes arrivèrent. Une femme avec une prothèse à la jambe et un tatouage des Marines derrière l'oreille. Un latino discret qui évitait le regard, mais qui laissa une réplique de la médaille Purple Heart sur le comptoir. Il ne voulait pas de repas gratuit. Il voulait un endroit où s'asseoir ou se sentir chez eux. Séquence montage. Arlen vide l'ancien débarras. June l'aide à nettoyer les murs. Il les repeigne en vert pâle, accroche une pancarte. Le bunker pour ceux qui ont servi. Le shérif installe une bibliothèque avec des livres sur le rétablissement après un traumatisme, des mémoires d'anciens combattants, et même un livre pour enfants intitulé « Mon papa porte une armure invisible ». Ramona fait discrètement un don à une association locale afin que personne ne sache que c'est elle qui a financé la nouvelle machine à expresso et les panneaux insonorisants. Un soir, un vétéran du Vietnam grisonnant nommé Ernie installe un cadre vitrine. À l'intérieur, 3 plaques d'identité, une médaille Purple Heart ternie et un paquet de Marlboro jamais ouvert. Pour les garçons qui ne sont pas revenus, un jeune vétéran offre une guitare. Elle n'a que 5 cordes, mais elle chante toujours. Des groupes de soutien pour les personnes souffrant de stress post-traumatique se forment une fois par semaine. Pas de thérapeute, juste du café, des chaises et des histoires racontées lorsque la pièce est suffisamment sombre. June, désormais surnommée Little Sergeant par les habitués, crée un mur de Polaroid. Les vétérans prennent des photos en tenant des pancartes. Toujours en combat, toujours en convalescence, toujours là. À la fin du mois, l'établissement de Lena avait le même aspect de l'extérieur, mais à l'intérieur, il vibrait d'une transformation silencieuse. Le jukebox jouait toujours Johnny Cash, mais il était désormais accompagné de rires étouffés. Les histoires étaient ponctuées de silence et de prières murmurées autour d'une bière. Un soir, Ramona se tenait debout au fond de la pièce, inaperçue. Elle observait une femme d'une 50aine d'années montrer une photo floue de son convoi militaire. Elle regardait un homme d'une 30aine d'années taper nerveusement du pied jusqu'à ce que quelqu'un lui tend. Elle observait Arlen. Il ne courait plus. Il était ancré. Plus tard, sur le porche, elle le rejoignit. « Tu as construit quelque chose, dit-elle doucement. » Il ne la regarda pas. Il continua simplement à tailler un morceau de bois. Une habitude prise dans un avant-poste oublié outre-mer. « C'est vrai, dit-il. Je n'ai fait que leur ouvrir la porte. » « Non, dit-elle en secouant la tête. Tu leur as donné la permission de revenir. » Il s'interrompit et leva les yeux vers elle. « Ils n'ont pas besoin de ma permission, dit-il. Juste un endroit où ils peuvent s'effondrer sans honte. » Elle se tourna vers l'horizon qui s'assombrissait. « Je n'ai jamais pu dire au revoir à Fallujah, murmura-t-elle. Ni à Mossoul, ni à la partie de moi-même que j'ai laissée là-bas, dans de la poussière. » Arlen la regarda. « Tu peux encore le faire, dit-il, mais pas en oubliant. En te souvenant sans laisser cela te consumer. » Cette nuit-là, June se glissa dans le bunker. Elle s'approcha à pas de loup de la boîte à souvenirs, regarda les noms inscrits sous les plaques d'identité. Puis elle ajouta quelque chose de son cru. Une petite grue en origami pliée à partir de la serviette qu'elle utilisait tous les jours pour mettre la table, avec les mots « Merci aux amis de papa » écrits au crayon violet sur ses ailes. Elle n'en parla à personne, mais le lendemain matin, quelqu'un avait déposé une 2e grue à côté, puis une 3e. À la fin de la semaine, il y en avait 13. Et dans cette transformation silencieuse, quelque part entre le café et les pièces de monnaie, entre les cicatrices et le silence, le bar de Lena est devenu plus qu'un simple restaurant routier. Il est devenu un refuge, pas seulement pour les guerriers, mais aussi pour la partie d'eux-mêmes qui n'avaient jamais trouvé de foyer. L'homme s'est dirigé droit vers le comptoir. « Vous êtes Arlen Boyd », a-t-il demandé d'une voix douce mais tranchante. Arlen a acquiescé d'un signe de tête. « Tu veux un petit déjeuner ?» Le moteur sourit. « Non, monsieur, je veux vous faire une proposition. » Arlen continua d'essuyer le comptoir. « Je ne prends pas de commande et je ne prends pas de proposition avant le café. » Le moteur riconna et fit signe à ses acolytes de reculer. Ils s'attardèrent près du jukebox, feuilletant les titres, faisant semblant de ne pas avoir d'ennui dans leur poche. « Je vous offre une opportunité, » poursuivit l'homme. « Nous construisons un refuge pour les motards. Un endroit où la liberté rencontre le luxe. Cet endroit se trouve sur notre route. » June interrompit son pliage. L'homme plongea la main dans son gilet en cuir et en sortit un morceau de papier plié. 500 000 $ en espèces.
Pas de questions, pas de contrat. Partez, c'est tout. Arlen baissa les yeux vers le papier. Il ne le toucha pas. Puis, avec un calme qui attirait davantage l'attention que la colère, il ouvrit un tiroir sous la caisse. Il en sortit une vieille boîte en bois, rayée et usée au coin. Il l'ouvrit lentement et en retira un seul objet, une médaille Purple Heart en métal rouillé. Le ruban était effiloché. Le métal était cabossé, terni par le temps, mais il brillait dans la lumière du matin comme s'il avait été imprégné de sang et de souvenirs. Arlen le posa sur le comptoir entre eux. Pas de cinéma, juste du respect. Ce métal, dit Arlen d'une voix basse et calme, m'a été donné dans un hôpital de campagne à Mossoul. Un éclat d'obus a manqué mon cœur de quelques centimètres. Il a pris la vie de 2 de mes hommes. Le sourire du moteur s'effaça. Je n'ai pas mérité ça parce que j'ai combattu, continua Arlen. Je l'ai mérité parce que j'ai survécu à ce que d'autres n'ont pas survécu. Et quand j'ai quitté le noyau, j'ai emporté une chose avec moi. Cet endroit. Il leva les yeux et croisa le regard de l'homme à travers ses lunettes de soleil. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est l'endroit où je suis tombé. Et il se redressa. Le silence tomba. Même les autres moteurs avaient cessé de faire semblant de fouiller dans le jukebox. Aucune offre, dit Arlen doucement, ne peut acheter le sol où un homme retrouve son âme. Le moteur baissa les yeux vers le métal. Pendant un instant, on aurait dit qu'il voyait quelque chose d'inconnu. L'honneur peut-être, ou le poids des conséquences qu'il n'avait jamais portées. Il ôta ses lunettes de soleil et pour la première fois, il n'y avait plus de bravade dans ses yeux, juste une lueur de compréhension, de respect mérité et non exigé. Il hocha une fois la tête, puis, sans un mot, il se retourna et partit. Son équipe le suivit, leurs bottes faisant moins de bruit qu'auparavant. La clochette au-dessus de la porte tinta à nouveau lorsqu'elle se referma derrière eux. June s'approcha du comptoir et fixa le métal. « C'est celui que tu ne montres jamais à personne ?» demanda-t-elle. Arlen acquiesça. « Pourquoi aujourd'hui ?» Il réfléchit longuement avant de répondre. Puis il replaça délicatement le métal dans la boîte. « Parce que toutes les batailles ne se terminent pas par des balles, dit-il. Certaines se terminent quand on montre ce qu'on est prêt à protéger sans violence. » June tendit la main et toucha son bras. « Tu n'as pas crié. »« Non, répondit-il. Certaines choses sont plus éloquentes dans le silence. » Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit plus vite que la graisse dans une poêle. Des vétérans se présentèrent sans y être invités. Certains venaient de la région, d'autres de plus loin. L'un d'eux apporta une boussole datant de la guerre du Vietnam, un autre un drapeau plié. Un ancien cuisinier de la marine a déposé une boîte de recettes de rations, au cas où. Quelqu'un a repeint à la bombe la marque carbonisée sur le panneau de bienvenue, mais au lieu de la recouvrir, il l'a encadrée d'une fresque murale. Un aigle en plein vol, les ailes déployées, avec les mots « Still standing », toujours debout, en dessous. Ce soir-là, Ramona est revenue seule. Elle s'est tenue à l'endroit où se tenait le moteur, mais n'a fait aucune proposition, se contentant de rester silencieuse. Arlen a versé 2 tasses de café et lui en a tendu une. « J'ai entendu, dit-elle. Je sais. Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Si, répondit-il. » Elle le regarda, sa voix soudainement plus douce. « Pourquoi tu t'es pas défendu? » Il brandit la boîte métallique. « Je l'ai déjà fait. » Le soleil avait à peine dépassé l'horizon lorsque le silence fut brisé. La porte arrière du bord de Lena s'ouvrit en grinçant, balancée par la brise. Les serviettes de June étaient toujours empilées proprement sur la table. Son sac à dos rose était suspendu au porte-manteau, intact, mais la jeune fille avait disparu. Arlen sut que quelque chose n'allait pas avant que quiconque ne parle. C'était dans le silence, le genre de silence que les vétérans connaissent trop bien, celui qui signale qu'une chose sacrée a été violée. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Ramona entra en titubant, le visage pâle, la poitrine haletante. La femme qui régnait autrefois sur les salles de réunion et les gangs de moteurs ressemblaient désormais à une mer brisée. « Ils l'ont emmenée, murmura-t-elle, incapable de se tenir debout. « Ils ont emmené June. » Arlen n'avait pas besoin de demander qui, il le savait déjà. Ramona s'agrippa au comptoir, les jointures blanches. C'était Riggs, lui et ceux qui restaient de son gang. J'ai essayé de les arrêter. Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. « Mon Dieu, Aaron, je... »
Elle ne put finir. « J'ai déjà perdu une fille, dit-elle d'une voix brisée. Ne me laissez pas la perdre à nouveau. » Aaron ne répondit pas. Il se dirigea vers le couloir arrière, celui où aucun client n'entrait jamais, et s'arrêta devant un casier en acier. D'une main ferme, il tourna la clé. À l'intérieur, suspendu avec révérence, se trouvait son passé. L'uniforme vert olive de la force de reconnaissance était repassé. Impeccable. Sa ceinture tactique était suspendue à côté, avec une lampe torche, une trousse de premier secours et une pochette pour cartes. Un vieux casque, toujours réglé sur les fréquences d'urgence, reposait sur l'étagère. Un stéthoscope et une trousse de chirurgie de campagne étaient rangés dans une pochette pour munitions, usée mais prête à l'emploi. Tout sentait légèrement le vent du désert et le désinfectant. Harlan n'hésita pas. Il ôta son tablier, boutonna son uniforme et lassa ses bottes comme s'il n'avait jamais cessé de les porter. Ses mouvements étaient fluides, précis, libérés du poids du temps. Lorsqu'il revint dans le bar, les années s'effacèrent. Ramona leva les yeux et, pour la première fois, elle le vit vraiment. Pas le cuisinier discret, pas le concierge gentil, mais l'homme qu'il avait toujours été. Capitaine Harlan Boyd, Force Recon, médecin de terrain des Firestorm. Il passa un sac tactique sur son épaule. « Où ?» demanda-t-il. « J'ai localisé leur position », dit-elle en sortant son téléphone. Ils se sont réfugiés dans une gare abandonnée à l'extérieur de la ville. « Je peux nous faire entrer. » « Non, dit Harlan. Tu restes ici. Je ne vais pas rester sur la touche. Tu es mère maintenant, alors agis comme telle. » Les yeux de Ramona s'embrasèrent, mais elle se retint, respirant à travers ses dents serrées. Sa voix se réduisit à un murmure. « Ramène-la-moi. » Harlan s'arrêta à la porte, se retournant un instant. « Je le ferai, je te le promets. » Le train était un squelette d'une autre époque. Des rails rouillés s'entremêlaient dans le gravier. Des conteneurs de frais se dressaient comme des tombes oubliées, taguées de graffitis et de vieux péchés. Un baril en feu brûlait près de l'entrepôt principal. La lumière était juste suffisante pour que les ombres puissent respirer. À l'intérieur, June était assise, attachée à une chaise. Ses joues étaient striées de larmes, mais ses yeux étaient farouchement rebelles. Même dans la peur, elle était la fille de son père. Riggs faisait les 100 pas devant elle en marmonnant. « Voyons voir comment le héros de guerre va s'en sortir, » ricana-t-il en faisant craquer ses doigts. « Betty ne passera pas la porte. » Mais Harlan n'avait pas besoin de porte. Il traversa l'obscurité comme un murmure de vengeance, se faufilant entre les ombres comme si elles étaient de vieilles connaissances. Ses bottes ne raclèrent pas le gravier. Sa lampe torche ne vacilla pas. Il était un fantôme de discipline, forgé dans 1000 nuits passées dans le désert. Depuis le toit, il observa les lieux. 2 hommes gardaient l'entrée, un patrouillait sur le côté, un autre était dans les combles. Il n'avait pas droit à l'erreur. Il se déplaça comme un automate, désarmant le premier d'un étranglement silencieux et traînant le second dans un bac à marchandises. Chaque neutralisation était clinique, rapide et sans cruauté. Il était alors à l'intérieur. Riggs entendit le cliquetis du métal et se retourna. Trop tard. Harlan sortit de l'obscurité comme une tempête. « Ne touche pas à ma fille », dit-il d'une voix grave comme du gravier trempé dans l'acier. Riggs chargea. Le combat fut rapide et brutal. Poing, genou, coude, aucun mouvement inutile. Harlan était en infériorité numérique, mais jamais en infériorité numérique. Un par un, les moteurs restants tombèrent. Non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il avait été entraîné à mettre fin au chaos avant qu'il ne commence. Il attrapa Riggs par le gilet et le projeta contre une poutre en acier. « Tu appelles ça la justice ?» cracha Riggs. « Non, » grogna Harlan en resserrant son étreinte. « C'est de la protection. » Il lâcha l'homme inconscient. « Mais pas ce soir. Ce soir, on la ramène à la maison. » L'air nocturne s'accrochait à la terre comme un souffle retenu trop longtemps. Les grillons se turent. Le gravier cessa de crisser. Même les rails rouillés de la gare de marchandises abandonnée semblaient se préparer à quelque chose d'invisible. Harlan se déplaçait comme de l'eau dans l'obscurité. Fluide, précis, silencieux, sans cri, sans explosion, sans bravade, seulement le murmure de ses bottes sur le béton, le cliquetis subtil de son équipement et le rythme entraîné d'un homme qui avait déjà fait cela auparavant et qui avait survécu. La reconnaissance n'avait pas besoin de mise en scène. Elle avait besoin de résultats. Un signe de la main à 2 doigts,
un coup d'œil d'une demi-seconde pour évaluer le vent et les abris, une prise sur le bord du coin pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger. Chaque mouvement était délibéré. Pas un souffle inutile, pas un pas incertain. Ce n'était pas seulement un sauvetage, c'était un écho. Encore une fois, la poussière rouge. Mais cette fois, il n'y avait pas d'équipier, pas de renfort, pas de soutien aérien. Juste un homme, une mission, une petite fille. Et le poids de tout ce qu'il avait perdu. À l'intérieur d'un conteneur à moitié ouvert, faiblement éclairé par une seule lampe de camping vacillante, June était accroupie près d'un autre enfant. Son ami, un garçon du village, avait été pris dans le chaos en se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. La jambe du garçon saignait, écorchée par des débris volants lors de l'enlèvement. Les mains de June ne tremblaient pas. Elle avait vu pire sur les cicatrices de son père. À l'aide d'un vieux T-shirt et d'un lacet déchiré, elle le lui fit d'un bandage de fortune autour de la cuisse. Elle le noua fermement, en faisant 2 boucles, comme son père le lui avait appris pendant ses dimanches ennuyeux à la maison, où il s'entraînait à faire des nœuds au lieu de regarder des dessins animés. Ses lèvres bougeaient silencieusement, répétant les mots de son père qu'elle avait mémorisés. Une hémorragie qui ne s'arrête pas doit être comprimée. Reste calme. Reste intelligent. Reste gentil. Son ami gémissait de douleur. June posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, murmura-t-elle. Il arrive. » Elle ne parlait pas du shérif. Elle parlait de son père. Dehors, Aaron se faufila devant la carcasse rouillée d'une caravane incendiée, s'arrêta, puis leva lentement les yeux vers le 2e étage de l'entrepôt adjacent. Une faible lueur filtrait à travers la fenêtre, juste assez pour laisser deviner des mouvements. Riggs était là, en train de fumer et de parler à quelqu'un à l'intérieur. 2 gardes à la barre s'ennuyaient et s'appuyaient sur des tuyaux métalliques. Un homme moins courageux aurait crié. Aaron fit preuve d'intelligence. Il rampait sous le revêtement, se glissa à travers un conduit d'aération cassé et grimpa sans faire de bruit. Il escalada des supports en acier sur une poutre pas plus large qu'une boîte à chaussures. Centimètre par centimètre, respiration après respiration. À l'intérieur, June entendit quelque chose au-dessus d'elle. Elle leva les yeux. Rien. Puis un murmure dans l'ombre. June, elle écarquilla les yeux mais ne dit rien. Harlan se laissa tomber comme une ombre derrière Riggs, le réduisant au silence d'une prise souple, temporaire, suffisante pour le maintenir à terre sans le tuer. Il se fraya un chemin jusqu'à June. « Tu peux marcher ?» murmura-t-il. Elle acquiesça. Mais lui ne pouvait pas. Son ami était à peine conscient. Aaron n'hésita pas. Il prit le garçon dans un bras et June dans l'autre. « Tenez bon, dit-il. » Ramona arriva juste au moment où les premiers rayons du soleil apparaissaient à l'horizon. Elle se tenait cachée derrière un wagon froissé, le souffle coupé. Elle ne pouvait pas bouger, non par peur, mais par admiration. Il était là, Harlan, en uniforme, se déplaçant avec une autorité absolue. Elle le regarda sortir de l'ombre comme un personnage mythique. Le garçon dans un bras, June serrée contre sa poitrine, ses petites mains agrippées à son col. Pas un bruit, pas de gesticulation, personne n'était mort, juste de la détermination. Ramona sentit ses genoux fléchir. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, où elle pensait connaître la guerre. Elle pensait connaître la force, mais ce qu'elle voyait maintenant était tout autre chose. Un père qui portait sa douleur en silence, la détermination dans les veines et l'amour comme un bouclier. Elle se mordit le poing pour ne pas sangloter. June la vit. La fillette lui fit un petit signe de la main, le visage maculé de saleté, les yeux toujours brillants. Ramona s'effondra à genoux. Non pas de faiblesse, mais parce qu'elle avait enfin reconnu l'homme qu'elle avait abandonné autrefois. La fille qu'elle avait abandonnée sans le savoir. La famille qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir avoir l'attendait depuis toujours. Lorsque les adjoints du shérif arrivèrent, le fils s'était complètement relevé. Riggs et son équipe étaient ligotés, gémissaient, inconscients, mais vivants. Le shérif Hart jeta un coup d'œil à la scène et ne posa aucune question. Il se contenta de taper sur l'épaule de Harlan, puis fit un signe de tête à June. « Elle a tes yeux, murmura-t-il. « Non, répondit Harlan en regardant Ramona, debout près de lui, les larmes séchant sous le soleil matinal. Elle a les siens. Plus tard dans sa matinée, de retour chez Lena, la clochette au-dessus de la porte tinta. Aaron se tenait derrière le comptoir, les manches retroussées,
son tablier remis comme si de rien n'était. June était recroquevillée dans un box, son ami allongé à côté d'elle, sirotant un chocolat chaud. Ramona s'approcha prudemment. « Je ne sais pas comment vous remercier, commença-t-elle. « Ce n'est pas nécessaire, répondit-il en versant du café. Elle s'interrompit, la voix brisée. « Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Tu n'as pas à le faire. » Il y eut un silence. Puis Harlan ajouta doucement. « Mais tu peux dire bonjour si tu veux. » Ramona regarda June. Elle sourit, puis acquiesça. « Bonjour. » Le lendemain matin, la lumière du soleil se reflétait sur le trottoir fissuré comme un signe de pardon. Doux, inébranlable, immérité. La ville de Dust Ridge s'éveillait lentement mais sûrement. Il y avait quelque chose de sacré dans l'air. Devant le bord de l'Ena, les restes brisés de l'ancienne enseigne en bois gisaient en un tas, noircis sur les bords par l'incendie criminel de quelques jours auparavant. Mais les cendres avaient refroidi et ce qui avait été carbonisé était en train d'être reconstruit. Une foule s'était rassemblée. Des vétérans en veste en jeans rapiécés par des guerres oubliées, des adolescents avec de la peinture sur leurs jeans, des vieilles dames portant des muffins et des maîtres rubans. Le shérif se tenait debout, un marteau dans une main et des clous dans l'autre. Même le pasteur local tenait d'un côté de la nouvelle poutre en bois. June se tenait à côté de son père, un pinceau à la main, tamponnant de la peinture dorée sur les lettres nouvellement sculptées. Le bord de l'Ena, un endroit surveillé par des guerriers silencieux. La phrase venait du shérif, mais l'idée avait toujours existé à Harlem. Ils n'avaient pas besoin de discours, ni de rubans, ni de presse, juste des gens qui travaillaient, qui guérissaient, qui construisaient quelque chose qui durerait. À l'intérieur, le bord avait changé, subtilement, discrètement. Dans un coin près du fond se trouvait désormais un cadre vitré contenant des médailles, un drapeau plié et des photos en noir et blanc d'hommes qui avaient autrefois porté le même uniforme que Harlan. À côté, une étagère contenait des plaques d'identité, non exposées dans une vitrine, mais accessibles au toucher. Au-dessus, une inscription gravée avec soin dans le bois. Le Hall d'honneur. Personne n'expliquait ce que cela signifiait. Personne n'en avait besoin. Il ne s'agissait pas de politique, d'histoire de guerre ou de grandiloquence. Il s'agissait d'être présent, de se souvenir des noms qui n'étaient plus prononcés, de laisser le silence entre les rires s'exprimer également. En fin d'après-midi, Ramona arriva seule sur sa moto, le chrome brillant, la poussière collée à ses bottes. Elle descendit, le cuir craquant sur ses épaules, et porta quelque chose dans ses deux mains. Une petite boîte en bois usée par le temps. Harlan la rejoignit à la porte. Ils ne parlèrent pas. Pas tout de suite. Elle lui tendit la boîte à deux mains, les doigts tremblant légèrement, non pas de peur, mais de respect. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une seule médaille, la Navy Cross, la deuxième plus haute distinction pour bravoure qu'un marine puisse recevoir. Elle avait été sienne, il l'avait refusée, et pourtant, elle lui était rendue, pas par le gouvernement, pas par un commandant, mais par quelqu'un qui avait enfin compris ce que signifiait porter à la fois la douleur et l'honneur. Harlan la fixa longuement. Puis il referma le couvercle. « Je ne l'ai pas mérité, dit-il doucement. « Si, tu l'as mérité, répondit Ramona d'une voix ferme mais pleine d'autre chose. Quelque chose de nouveau. Tu ne voulais simplement pas la porter seule. Il la regarda pour la première fois, regarda vraiment au-delà des tatouages, au-delà de l'armure, au-delà du feu qui brûlait en elle, et vit l'enfant qu'elle avait été, l'enfant qui l'avait sauvée, la femme qu'elle était devenue, la mère qu'elle essayait maintenant d'être. Harlan expira, puis acquiesça. Mais au lieu de ranger la boîte, il se retourna et la porta à travers la pièce jusqu'au mur du fond du bar, où le Hall of Honor avait été discrètement construit pièce par pièce au cours des derniers jours. Il ouvrit le couvercle une fois de plus, puis retira délicatement le métal. D'une main sûre, il le fixa sur un crochet, bien centré, poli, mais sans le surélever par rapport aux autres. Ce n'était pas pour lui, mais pour ceux qui ne pouvaient pas. Et à côté, il épingla une petite note, écrite à la main, simple, pour les disparus et les oubliés. Ramona l'observait, les larmes lui montant aux yeux, mais refusant de couler. Elle serra les mâchoires, puis se dirigea lentement vers le comptoir où June était assise,
travaillant sur un dessin avec une poignée de crayons de couleur. Sans lever les yeux, June demanda doucement, « Tu seras là demain? » Ramona s'accroupit à côté d'elle, ne sachant toujours pas comment répondre. Mais June lui montra son dessin. On y voyait le panneau des bars, les Hall of Honor, et 3 silhouettes tenant seules sous un ciel étoilé. June désigna le dessin. « C'est toi. » Ramona cligna des yeux. « Moi? Tu en fais partie maintenant, » dit la fillette d'un ton neutre. « Tu n'as pas besoin d'un tatouage pour ça. » Ramona sourit. Cette fois, les larmes coulèrent. Ce soir-là, une cérémonie silencieuse eut lieu alors que le soleil disparaissait à l'horizon. Pas de musique, pas de micro, juste la lumière des bougies sur le bois, la lueur du feu dans les yeux. Le shérif prononça quelques mots. Courts, sincères. Arlen se tenait à l'écart, sans chercher à attirer l'attention, simplement présent. Les vétérans s'avancèrent un par un, chacun ajoutant quelque chose au mur. Un écusson, un insigne, une photo, une carte de prière. Puis Ramona s'avança, retirant ses gants d'écriture. Elle a fouillé dans sa veste et en a sorti une bague en or. « Mon père portait ça à Mossoul », a-t-elle dit d'une voix rauque. « Il est mort avant que je le connaisse, mais je pense qu'il a peut-être aidé à envoyer quelqu'un qui m'a sauvé à sa place. » Elle a posé la bague au pied du mur. Pas d'applaudissements, juste le silence. Et dans ce silence, la paix. Plus tard dans la nuit, Arlen a versé une dernière tasse de café pour la soirée. Il l'apporta à la table du fond, s'assit sous le métal fixé au mur et leva sa tasse vers celui-ci. « À ceux qui sont silencieux, » dit-il. Il but. La bougie à côté de lui vacilla, puis se stabilisa, et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit chez lui. La lumière du matin pénétrait par les larges fenêtres de l'établissement de l'ENA, comme du miel chaud, douce, doré, sans hâte. Le bar transformé en refuge respirait désormais à un rythme tranquille. Le café coulait, les chaises raclaient doucement le sol et les rires flottaient comme le chant des oiseaux à travers les poutres. Derrière le comptoir, June se tenait debout sur un tabouret, la langue dépassant du coin de sa bouche, pliant une serviette en un carré impeccable, au bord parfait, exactement comme elle l'avait appris. Ramona était assise à côté d'elle, les manches retroussées, le regard patient. « Comme ça, c'est ça? » demanda June en montrant son dernier pli. Ramona l'étudia presque. « Mais tu vois ce coin? » Elle l'ajusta doucement. « Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. » June acquiesça comme si elle comprenait plus que son âge ne le lui permettait. « Tu as toujours su faire ça? » demanda la jeune fille. Ramona rit. « Non. La seule chose que je savais plier, c'était un contrat. Les contrats, ça a l'air ennuyeux. » Ramona sourit. « Parfois, oui, mais parfois, ce sont des promesses déguisées en grands mots. » June cligna des yeux. « Tu as déjà rompu une promesse? » La question atterrit comme une plume sur une ecchymose. Ramona inspira, expira, regarda vers la cuisine. « Je crois que j'essaie encore d'en tenir une, » dit-elle doucement. June ne posa pas d'autres questions. Elle se contenta de plier la serviette suivante. Arlen sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Ses cheveux étaient légèrement humides, son visage fraîchement rasé. Il semblait plus léger, pas plus jeune, mais moins accablé. Il se dirigea vers le mur à l'arrière, décrocha le tablier défraîchi du crochet et l'apporta vers l'avant. Ramona se retourna à son approche, la curiosité grandissant dans ses yeux. Aaron ne dit rien tout de suite. Il se contenta de plier lentement le tablier, presque cérémonieusement, puis le plaça sur un nouveau crochet près de la caisse. Ramona lui jeta un coup d'œil, puis regarda le tablier. « Tu ne cuisines pas aujourd'hui? »« Non, » répondit-il. Elle haussa un sourcil. « C'est une première. » Arlen appuya ses coudes contre le comptoir, les traits de son visage marqués par une douce détermination. « Je pense, » dit-il lentement, « il est temps que quelqu'un d'autre serve pendant un moment. » Ramona pencha la tête, ne sachant pas si elle devait rire ou insister. « Où vas-tu? » Il regarda derrière elle pendant un instant, vers le mur couvert de photos, le hall d'honneur, les visages, la poussière qui ne quittait jamais tout à fait ses bottes. « Nulle part, » répondit-il. « Je prends juste un peu de recul. » Ramona scruta son visage, les yeux légèrement plissés. « C'est un adieu? » Un sourire effleura les lèvres de Arlen. Pas du tout. Puis, avec une grâce tranquille qui lui était familière, il se pencha sous le comptoir et sortit la vieille bouilloire en métal, celle qu'il utilisait tous les matins.
D'une main experte, il versa l'eau dans la cafetière à piston, remua lentement et attendit. Ramona croisa les bras et l'observa. « Tu viens de dire que tu ne cuisinais pas. »« Je ne cuisine pas, » répondit-il. « Mais le café, dit-il en se retournant et en soulevant la tasse comme un objet sacré. Le café, ça se prépare. » Elle sourit. « Tu es impossible. De rien. » Plus tard dans la journée, les habitués arrivèrent. Maggie, l'infirmière à la retraite, laissa un poème écrit sur une serviette près de sa tasse de thé. Le vétéran aveugle apporta un nouveau livre pour l'étagère de lecture. Le shérif tapota 2 fois sur le comptoir comme à son habitude, mais cette fois-ci avec un sourire et un clin d'œil. Tout le monde le remarqua. Le tablier accroché au crochet, intact, et tout le monde comprit. À l'arrière, June trouva une vieille photo cachée derrière un tiroir. Arlen en uniforme, debout à côté de 3 marines, tout jeunes, fiers, figés à jamais dans un instant avant que leur vie ne bascule. Elle la lui apporta. Il ne dit rien, se contenta de la regarder fixement. Puis June murmura. « Tu peux porter les deux, tu sais. » Il baissa les yeux. « Le tablier et l'uniforme, continua-t-elle. Ce sont 2 façons de protéger les gens. » Arlen eut la gorge serrée. Il tendit la main et ébouriffa ses cheveux. « Tu as un cœur solide, petite. » June haussa les épaules. « Je tiens ça de mes 2 parents. » Ramona entendit la conversation, et pour la première fois, ses yeux ne brillèrent pas de culpabilité ou d'hésitation, seulement d'admiration. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et baignait le monde d'une lumière cuivrée, Arlen sortit dans le jardin, se plaça près du petit mât qu'ils avaient installé derrière la cuisine et hissa une nouvelle bannière. Ce n'était pas un drapeau militaire, ni celui d'un pays, juste un morceau de tissu blanc sur lequel était brodé le symbole du bar. Une tasse de café surmontée d'un aigle aux ailes déployées. Il l'attacha silencieusement, laissa le vent la gonfler, puis resta debout, les mains dans les poches, à la regarder flotter. Ramona le rejoignit et s'appuya contre la balustrade à côté de lui. « Tu aurais imaginé finir ici ?» demanda-t-elle. Arlen rit. « Jamais. » Elle acquiesça. « Moi non plus. » Il lui jeta un coup d'œil. « Mais nous sommes toujours debout. » Elle sourit. « Et toujours au service. » À l'intérieur, June alignait des serviettes pliées sur chaque table, prenant son temps, fredonnant doucement. Elle s'arrêta devant le mur de photos, leva les yeux et murmura un petit bonjour à chaque nom. Puis elle se retourna, regarda le tablier et sourit. Il était suspendu là, ni oublié, ni jeté, simplement posé, comme son propriétaire pouvait enfin l'être. La lumière du matin filtrait doucement à travers les larges fenêtres du restaurant de Lena. Le cœur de la ville, autrefois faible et dispersé, battait maintenant tranquillement entre ses murs. L'ancienne enseigne en bois avait été réparée et, en dessous, peints en lettres modestes mais délibérées, figuraient les mots « Un lieu gardé par des guerriers silencieux ». L'intérieur du café avait subi un changement subtil et magnifique. Dans le coin le plus éloigné où régnait autrefois le silence, un vétéran du Vietnam était assis et lisait un livre de poche si usé que la reliure était cassée. Le titre était effacé, mais la façon dont il tournait les pages, lentement et avec respect, lui donnait un caractère sacré. À proximité, une mère célibataire entra avec son fils. Elle parcourut le menu, indécise. Elle fouilla dans son sac à main usé. Mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, Arlen, les mains encore mouillées après avoir fait la vaisselle, secoua doucement la tête et sourit. « C'est gratuit aujourd'hui, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi? » Il désigna un bocal en verre derrière le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des pièces commémoratives, des écussons militaires, des billets pliés et même une médaille du mérite. Et au fond, une phrase griffonnée sur une serviette en papier. « Parce que quelqu'un l'a déjà payé pour vous. » La voix de la femme se brisa lorsqu'elle murmura « Merci. » Son fils, qui n'était pas plus âgé que June lorsqu'elle avait ouvert le café, tira sur sa manche et lui sourit. Sur le mur du fond, juste en dessous d'une vieille photo du peloton de Arlen, se trouvait une nouvelle toile. June l'avait peinte elle-même, reproduisant méticuleusement l'emblème des Marines, mais en y ajoutant sa touche personnelle, un papillon bleu pâle posé sur l'aile de l'aigle. Elle n'expliqua pas pourquoi elle l'avait ajouté, mais tout le monde comprit. Ramona se tenait derrière elle, les bras légèrement croisés, regardant sa fille, oui, sa fille, offrir quelque chose de permanent à un endroit qui lui avait déjà tant donné. Dehors,
Sous les larges marches de marbre du palais de justice, une petite foule s'était rassemblée. Ramona se tenait devant eux. Elle n'était plus vêtue de cuir noir ni voilée dans l'ombre. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, avait la clarté de quelqu'un qui avait bouclé la boucle. La fondation des guerriers silencieux, annonça-t-elle en dévoilant la plaque à côté du drapeau. Pour ceux qui ont servi et continuent de servir discrètement dans chaque acte de décence. Le shérif fut parmi les premiers à applaudir. Tout comme les enseignants, les agriculteurs, les mécaniciens à la retraite et les jeunes vétérans qui avaient désormais un endroit où aller lorsqu'ils ne voulaient plus expliquer leur cauchemar. Ce soir-là, le bar de Lena ne ferma pas. Il s'assombrit simplement, une lumière tamisée qui enveloppait vos épaules comme une couverture. Arlen fit le ménage comme d'habitude. Ramona essuya une table à côté de lui. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. Ils n'en avaient pas besoin. Elle finit par demander « Tu avais imaginé que ça finirait comme ça ?» Il haussa les épaules et rit. « Non », elle pencha la tête. « Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Arlen posa doucement la dernière tasse dont le bord reflétait la lumière ambrée. « Parce que parfois une table suffit, si c'est la bonne table. » Elle le regarda encore un instant, puis acquiesça. « Merci d'avoir gardé la lumière allumée. » Il la regarda. « Tu m'as aidé à l'allumer. » Plus tard, Arlen sortit sous le porche. Les étoiles commençaient tout juste à s'éveiller. Il était de l'autre côté de la rue, aidant un nouvel enfant à lâcher ses chaussures. Ramona chargeait des livres dans une camionnette sur laquelle était inscrit « Programme d'alphabétisation des anciens combattants ». L'ancienne enseigne au néon clignota une fois, puis s'alluma de manière fixe. Quelqu'un avait un jour demandé à Arlen pourquoi il ne portait jamais ses médailles. Pourquoi les murs du restaurant de Lena n'étaient pas recouverts de photos de héros ou de visages de soldats tombés au combat. Il s'était contenté de sourire sans répondre. Mais dans le calme de cette nuit, avec le doux murmure de la guérison dans l'air, il parla, pas à voix haute, mais au plus profond de lui-même, comme s'il s'adressait aux fantômes qui marchaient parfois encore à ses côtés. « Je ne reste pas silencieux parce que j'ai honte, pensa-t-il. Je reste silencieux parce que je veux que ce que je fais aujourd'hui parle plus fort que tout ce que j'ai fait à l'époque. » Et c'était le cas. Une assiette à la fois, un geste de grâce à la fois, une table à la fois. Avant de partir, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Que ce soit dans une ville tranquille, une grande ville ou quelque part entre les deux. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous bonjour. C'est toujours une joie de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Et si cette histoire vous a touché, même un tout petit peu, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires comme celle-ci, pleines d'espoir, de guérison, et qui nous rappellent que la gentillesse compte toujours. Merci d'avoir regardé. À la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches.